Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur la protection des données en contexte de télétravail et de retour au travail. Mon nom est Eve-Marie Lampron. Je vais faire office d'animatrice dans la limite de mes capacités technopédagogiques de ce webinaire qui est organisé par le protocole UQAM, CSN, CSQ, FTQ du service aux collectivités de l'UQAM. Donc, grosso modo, il s'agit d'une entente de collaboration entre l'UQAM et les 3 grandes centrales syndicales, une entente qui est active depuis plus de 40 ans et qui a mené à l'établissement de nombreux projets de recherche, de formation, de transfert et de diffusion des connaissances à la demande des besoins des milieux syndicaux qui sont par la suite croisés avec les expertises des professeurs de l'UQAM. Donc, je vais peut-être vous présenter très, très brièvement les représentantes de chacune de vos centrales au protocole UQAM, CSN, CSQ, FTQ. Donc, d'une part, Anne Thibault-Belrose. Merci de dire bonjour, Anne, pour qu'on puisse s'identifier. Bonjour à tous. J'avais oublié mon micro. C'est toujours utile. Merci beaucoup, Anne. Donc, nous avons Lise Côté de la FTQ. Bonjour et Merci. bienvenue. Et nous avons France Bernier de la CSQ. Bonjour tout le monde. Bonjour France. Excellent. Donc, je l'ai déjà expliqué, mais si c'était possible de vous renommer, donc je vais expliquer comment. On vous demanderait d'abord de mettre le nom de votre centrale et par la suite votre nom. L'idée étant que dans la période de questions, on va tenter une alternance là, entre les différentes centrales pour répondre à différentes préoccupations. Donc, pour vous renommer, vous cliquez sur votre propre photo. En haut à droite, il y a un bouton bleu qui devrait vous permettre de vous renommer. Écoutez, si jamais vous avez des questions techniques, vous pouvez tenter de les poser dans le clavardage. Je vais tenter d'y répondre, moi ou une autre personne de l'équipe. Et on va faire de notre mieux. La période de questions, bien sûr, ça va être à la fin de la présentation par nos 2 professeurs qui devrait durer environ 45 minutes, je vous dirais. Donc, grosso modo, il va y avoir 4 thèmes qui vont être abordés. Enjeux généraux de la vie privée au travail, les problématiques de sécurité informatique et technologie du travail à la maison, traçage et surveillance dans le cadre du télétravail et surveillance au retour au travail. Donc, on va prendre les questions après la présentation de 45 minutes et je vais vous expliquer comment en temps et lieu. Par ailleurs, je pense que vos représentantes vous l'auront dit, mais on n'abordera pas nécessairement les contenus juridiques lors de ce webinaire-là, sachant que c'est quand même une préoccupation très fondamentale pour les syndicalistes. Mais nous envisageons d'organiser d'autres webinaires sur les contenus juridiques et que je vous expliquerai en temps et lieu comment être tenu au courant des webinaires futurs du protocole. Donc, sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous présenter vos 2 conférenciers de ce webinaire. Tout d'abord, Sébastien Gams, qui est professeur au département d'informatique de l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives. Ses intérêts de recherche principaux portent sur la protection de la vie privée dans le monde numérique, avec un accent très particulier sur les problématiques de respect de la vie privée dans le contexte de la géolocalisation. Et nous avons aussi Marc-Olivier Kiljean, qui est professeur d'informatique à l'UQAM et directeur de recherche au CNRS. Ses thématiques de recherche principales sont la protection de la vie privée et des données personnelles, en particulier les données de localisation et géonomiques, ainsi que la cryptographie homorphe appliquée aux mécanismes de protection des données. Plus largement, ce sont la sécurité informatique et les aspects humains liés à celle-ci qui l'intéressent. Donc, messieurs, à vous la parole. On a très hâte de vous écouter. Bonjour à tous. D'abord, très content qu'on ait autant de monde un vendredi matin et merci beaucoup au syndicat d'avoir permis cette initiative. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour être sûr. Ok, je vais commencer le partage d'écran. Est-ce que vous voyez mes transparents aussi? Oui, Sébastien. Donc, on a fait la présentation à 2, donc on va alterner. Donc comme Eve-Marie l'a dit, on a 4 parties. Une partie où je vais présenter les enjeux généraux de la vie privée. Ensuite, je passerai la main à Marco pour parler plutôt des enjeux de sécurité. Après, je vais parler des enjeux de surveillance dans le télétravail. Et enfin, Marco finira par la surveillance dans le cadre du retour au travail. Donc d'abord, une des choses que j'aime bien rappeler, c'est que le droit à la vie privée, c'est un droit
fondamental de toute personne, tout comme le droit à la liberté d'expression ou d'autres droits fondamentaux. C'est garanti par des textes de loi. Donc, on a les déclarations des droits de l'homme à l'Assemblée nationale, où à l'époque, c'était plutôt le droit qu'on n'ouvre pas son courrier ou qu'on ne vienne pas prendre des photos chez soi. Mais dans le monde numérique, on a des textes fondamentaux. En ce moment, au Québec en particulier, si vous suivez l'actualité, vous savez peut-être que votre loi est en train d'être révisée au Parlement. Il y a en ce moment même des auditions d'experts à l'Assemblée sur le projet de loi 64, qui est le nom de la nouvelle version de législation sur la vie privée. Donc, un des risques, c'est que quand on commence à accumuler des traces numériques que laissent les personnes ou des données personnelles, on peut les utiliser à des fins frauduleuses. Donc, ça peut aller de vous envoyer un courriel ciblé en fonction de vos intérêts jusqu'à commettre des usurpations d'identité. Donc, on peut penser par exemple au risque qu'il y a eu suite à la fuite des jardins. Donc, les principes vraiment qu'on essaye de garder en tête en tant que chercheur ou quand on développe une technologie et qu'on essaye de se préoccuper de la vie privée, c'est d'abord le principe de minimisation des données. Donc, quand on a un service ou un logiciel qui est installé dans un but particulier, par exemple dans un ordinateur dans le cadre de contexte de télétravail, on devrait se poser la question, quelles sont les données qui sont vraiment nécessaires par rapport à la finalité qui est mise en avant? Et normalement, on essaye d'éviter de collecter plus de données que nécessaire. Donc, par exemple, dans un cadre de retour au travail ou de télétravail, je pense que la chose qu'on devrait se poser, c'est si un employeur nous demande d'installer une nouvelle technologie ou un logiciel qui, par exemple, va mesurer la productivité, essayer de garantir la propriété intellectuelle ou encore assurer la santé des employés, est-ce que cette technologie-là est très intrusive en termes des données qu'elle aurait vraiment besoin de collecter ou est-ce qu'elle minimise au contraire ces données-là? Un autre principe de base de souveraineté des données, c'est un individu devrait avoir un certain droit de regard sur quelles sont les données qui sont collectées à son sujet, comment elles sont utilisées et dans quel but. Donc, c'est difficile des fois à réaliser dans un monde ubiquitaire où on a tous des téléphones et des ordinateurs et on n'a pas forcément conscience de tous les traces qu'on laisse, mais l'idée, c'est un individu devrait avoir du contrôle, en tout cas un droit de regard sur l'usage de ces données. Un autre principe, c'est qu'on devrait pouvoir vous expliquer quelles sont les données qui sont collectées et comment elles sont utilisées. Donc, c'est un principe de transparence où on veut éviter de voir nos logiciels sur notre ordinateur, par exemple, ou la technologie qu'on va nous demander d'utiliser comme une boîte noire. Et on devrait, par exemple, avoir le droit de consulter quelles sont les données collectées et quel est le profil qui est généré. Un des piliers de la vie privée, c'est aussi qu'on doit pouvoir consentir de manière libre et éclairée. Donc, éclairer, ça veut dire qu'on doit avoir connaissance des enjeux, des données qui sont collectées, de leur usage. Libre, ça veut dire qu'on devrait avoir le choix de refuser. Donc, par exemple, si on me demande d'installer une caméra dans mon bureau et que si je refuse, je suis renvoyé de mon entreprise, clairement, le consentement n'est pas libre parce que j'ai le choix, oui, d'accepter ou pas la caméra, mais si je refuse, ça a un impact direct sur mon emploi. Et une dernière chose importante, et je pense que ça rejoint aussi les devoirs qu'ont les employeurs, c'est que dès qu'on commence à collecter des données personnelles, on a une certaine imputabilité au niveau de la loi sur la sécurisation de ces données-là. Donc, si jamais on commence à installer des nouvelles logiciels ou des nouvelles technologies qui collectent des données, il y a un devoir de l'employeur de devoir sécuriser aussi ces données. Donc, une des choses, je pense que vous vous êtes tous rendus compte, c'est qu'on a eu avec le confinement un changement abrupt des habitudes de travail sans qu'on ait eu le temps de se préparer à la suite. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de mi-mars, on s'est tous retrouvés à faire du télétravail, à être en confinement sans qu'on ait forcément eu le temps, au niveau de la discussion employé-employeur, de vraiment avoir une discussion apaisée sur quelles vont être les technologies déployées. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui sont déployées. Donc, par exemple, j'ai pris un article de la presse du 15 septembre qui mentionnait que dans le collège Jean de la Menée, on avait maintenant des caméras qui avaient été installées dans les classes. Donc, l'objectif, c'est qu'un jeune qui est atteint des symptômes de la COVID puisse suivre les cours à distance, mais ça veut dire aussi que potentiellement, toutes les interactions d'un enseignant vont être capturées. On pourrait imaginer qu'il y aurait des autres finalités, comme par exemple l'évaluation de l'enseignant ou que l'enseignement soit enregistré. Donc, on voit que ces technologies-là n'ont pas forcément été amenées en ayant le temps d'avoir la discussion à ce sujet. Et en plus, dans le contexte de télétravail, on a un impact direct sur la vie privée parce qu'on n'a plus de frontières entre la maison et le travail. Et quand on ouvre sa webcam, on a accès directement à son domicile. Donc, ce contexte d'urgence
a fait qu'il y a eu un manque de directives et de régulation pour encadrer ces nouvelles pratiques et ça amène des risques pour la vie privée. Donc, en particulier, Marco, juste après, va discuter des risques de sécurité. Ensuite, moi, je discuterai des risques qu'on a en termes de traçage et surveillance des employés dans le contexte de télétravail. Et on finira aussi par les technologies qui commencent à être déployées dans un contexte où les gens reviennent au travail. Donc, on est dans un contexte de déconfinement. Et une des problématiques nouvelles, pour finir mon introduction, c'est par exemple qu'on commence à collecter des données auprès d'un employé qu'on ne connaissait pas auparavant, comme par exemple les données de santé. Donc, dans un contexte où on veut évaluer le niveau de risque de ramener un employé au travail, eh bien, on va lui demander d'enregistrer des données de santé ou de déclarer ses symptômes. Et on a des solutions technologiques qui demandent, par exemple, à un employé d'installer une application qui va lui demander ses données de santé et où parfois le partage d'informations se fait directement avec l'employeur sans même que l'employé puisse consentir à cet usage ou pas. Et en plus, on voit que certaines compagnies commencent à dire que ces données-là ne sont pas des données de santé pour éviter d'être dans les plus hauts standards en termes de vie privée et de sécurité. Donc, comme on a eu par exemple pour le Fitbit, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est des données liées au bien-être de la personne, mais pas forcément des données de santé qui vont être collectées. Voilà. Et sur ce, je passe la main à Marco. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Ouf. Est-ce que c'est correct? Oui, moi ça va. Oui. OK. Très bien. Donc, encore une fois, merci à tous d'être près de 200. Là, c'est assez impressionnant. J'espère qu'on va vous intéresser et que vous aurez des questions à la fin. Donc, comme Sébastien l'a introduit, dans cette période trouble et où on a tout un petit peu traité en urgence, et notamment la transition en mars d'un mode entre guillemets de travail normal vers le télétravail, puisque dans le séminaire, le webinaire, on s'intéresse beaucoup à la protection de la vie privée. Il paraît quand même intéressant de regarder les aspects sécurité informatique, puisque sécurité et vie privée sont des notions quand même très liées. Donc, quelques constats tout d'abord. La sécurité informatique, c'est quelque chose de complexe à mettre en place et en particulier, faire dans l'urgence, c'est pas facile, voire impossible. Et personne n'était prêt à le faire en un claquement de doigts le 13 mars. Donc, le résultat, c'est que les ingénieurs système, les ingénieurs sécurité sont un peu débrouillés à ouvrir les accès aux plateformes, ouvrir les accès aux courriels, aux nouvelles applications, mettre en place des solutions de vidéoconférence, sans vraiment forcément prendre en compte la sécurité informatique, puisque l'enjeu, c'était plus d'ouvrir les fonctionnalités au plus vite pour qu'on puisse quand même continuer à vivre. Mais maintenant, on a un peu plus le temps de se poser la question de quels sont les enjeux de la sécurité informatique. J'avais écrit si ça devait durer, bon, c'est plutôt étant donné que ça va durer. La sécurité informatique et télétravail, alors ça mélange différents aspects de la sécurité informatique, puisqu'en fait, on amène le travail à son domicile. Et donc, on s'intéresse tout d'abord à la sécurité de notre réseau informatique à domicile. Bon, un constat, c'est qu'a priori, souvent, le réseau qui nous connecte à Internet, qui connecte notre domicile à Internet, souvent ou parfois, c'est à sécurité relativement faible. On utilise le mot de passe du routeur qui était donné par défaut, on le partage avec nos visiteurs, etc. De plus, souvent, on y connecte tous les dispositifs de la maison et ils n'ont pas une sécurité forcément très, très robuste. Par exemple, quand on y connecte nos assistants vocaux Alexa et Siri, il suffit de se souvenir quelle est la finalité première de ces outils, c'est de nous écouter
et de répondre à nos sollicitations. Donc, ils peuvent enregistrer ce qu'on dit dans les pièces où ils sont positionnés. On y connecte des dispositifs entre guillemets intelligents, comme des frigos et des télés intelligentes, qui, eux, sont réputés pour avoir des niveaux de sécurité faibles, voire très faibles. Mais plus encore, on y connecte nos téléphones intelligents et nos PC. Et en particulier, je veux souligner les ordinateurs de jeu de nos adolescents qui sont connectés à notre réseau et qui souvent téléchargent des jeux qui ne sont pas forcément toujours légitimes. Et en fait, il est de notoriété publique que enfin 99,9% des jeux téléchargés sur des sites illégitimes contiennent des maliciels, des virus, etc. Donc, à cette sécurité relativement friable, on importe un ordinateur ou un portable du bureau qui, on espère, à l'origine était propre en termes de sécurité. On y traite des documents et des courriels qui peuvent contenir du contenu confidentiel relatif à notre emploi. Et on augmente largement les usages et les échanges, encore plus que ce qui était fait auparavant. Donc, notre utilisation des courriels, de l'info nuagique et de nouvelles applications a littéralement explosé. Et ça, comme je le disais en introduction, ça s'est fait sans planification, c'est-à-dire avec une improvisation et donc une ouverture un petit peu ad hoc des systèmes de l'entreprise vers l'extérieur, de façon à permettre aux employés de se connecter. De plus, nous, dans la situation un petit peu d'urgence dans laquelle on se trouvait au printemps, on s'est retrouvé particulièrement sensible à certaines attaques d'ingénierie sociale, et en particulier d'hameçonnage. Donc, on était peut-être plus crédule qu'on ne pouvait l'être auparavant et on était incité à cliquer dans l'urgence. « Ah là là, j'ai pas pu faire ça, je t'envoie ce courriel et qui contient une pièce jointe. Est-ce que tu peux faire ci, faire ça ?» Et ça, c'est à cette urgence naturelle du travail qui se réorganisait en mode télétravail, les attaquants en ont profité pour faire plus d'hameçonnage dans l'urgence, à faire cliquer sur des virus, des pièces jointes malveillantes, etc. Ce qui fait que d'un point de vue sécurité, la surface d'attaque qui représente tous les petits trous qui peuvent exister dans notre système informatique a largement augmenté du fait de cette utilisation accrue. Ça fait que les risques également ont augmenté. On a mesuré, certaines sociétés de sécurité ont mesuré jusqu'à une augmentation de 60% des incidents de sécurité pendant le confinement de façon générale, mais dans le secteur financier, par exemple, ça a augmenté de 238%. La menace des rançongiciels s'est envolée à plus 600%. C'était déjà la grosse menace des temps 2020-2019, mais là, c'est l'explosion totale. On a aussi assisté à pas mal de vols d'identité, on en a parlé dans les journaux cet été. Et à ces menaces habituelles sont greffées des nouvelles menaces aux nouveaux usages ou des nouvelles attaques, comme le zoom bombing, qui est quelque chose qui n'existait pas avant. Hein. C'est quelqu'un qui vient s'immiscer dans la réunion et qui nous empêche de tenir notre vidéoconférence. On a de la chance de ne pas l'avoir aujourd'hui. Excusez-moi. Il y a de nouvelles attaques qui sont apparues également, comme une écoute sur Alexa. C'est une attaque qui permet d'installer n'importe quelle application sur les dispositifs de type Alexa et notamment d'écouter à distance tout ce qui se dit dans la pièce. Et comme j'en parlais tout à l'heure, des nouvelles façons d'hameçonner en essayant de récupérer dans Zoom, dans Teams et dans Office 365 les couples login-mot de passe qui permettent d'impersonner les individus et de récupérer leur identité dans ces applications, ce qui pose de gros problèmes, en particulier dans Office 365, puisque souvent, les entreprises stockent un peu tous leurs documents
dans cette application. Alors, un petit focus rapide sur la sécurité Zoom dans l'application Zoom qui a fait beaucoup de bruit à la fin du printemps. Donc, effectivement, il y avait des problèmes de confidentialité dans Zoom. La société a essayé d'y répondre à la fin mai, début juin, en annonçant qu'elle avait introduit du chiffrement de bout en bout. Alors, qu'est-ce que c'est le chiffrement de bout en bout? C'est comme WhatsApp le fait, par exemple, c'est que tous les dispositifs qui sont connectés à la plateforme de communication, l'émetteur va chiffrer, donc utiliser de la cryptographie pour faire en sorte que son message ne sera pas lisible, sauf aux personnes qui disposent de la clé de déchiffrement. Donc, le message qu'il envoie ou la communication qu'il envoie se promène dans Internet de façon chiffrée, vient chez les dispositifs qui sont en écoute, qui, eux, disposent de la clé et peuvent déchiffrer et donc lire les messages ou écouter la conversation. Donc, la société Zoom annonce chiffrement de bout en bout. Et effectivement, avec ce que je viens de dire, il y a un chiffrement de bout en bout actuellement dans Zoom. Mais non, en fait, pas au sens de nous, experts en sécurité informatique, il n'y a pas de la sécurité de bout en bout, car en fait, les serveurs Zoom conservent les clés de déchiffrement parce qu'ils en ont besoin pour certaines fonctionnalités de l'outil, notamment, comme on a le cas aujourd'hui, il y a des gens qui téléphonent à un numéro de téléphone, et donc quand on téléphone à une conférence Zoom, le téléphone ne peut pas déchiffrer, il n'est pas équipé des outils de cryptographie. Donc, c'est le serveur Zoom qui va déchiffrer pour lui. Donc, pour déchiffrer pour lui et lui donner accès à la conférence, il a besoin de la clé. Pareil pour enregistrer dans le cloud, etc. Donc, cette petite déviation dans la définition de chiffrement bout en bout, ça permet qu'un attaquant ou une agence gouvernementale ou un employé de la société Zoom peut récupérer cette clé s'il a corrompu le serveur Zoom, obtenir la clé et accéder à toutes les communications qui se passent dans la visioconférence. De plus, les métadonnées, donc qui est-ce qui participe, qui est-ce qui est en train de parler, le chat, etc., sont des données qui ne sont pas chiffrées. Alors, il faut dire également que, en fait, on tape sur Zoom, mais nombreuses sont les applications de visioconférence qui ne font pas du chiffrement de bout en bout, comme Skype, par exemple. Il y en a certaines, comme Jamy et Tixeo, qui offrent ce chiffrement bout en bout. Mais ça ne règle pas tout non plus. Et par exemple, si un attaquant a pris le contrôle de votre ordinateur avec un maliciel, il pourra quand même avoir accès à la clé et donc aux communications. Alors, peut-être j'ai parlé beaucoup des problèmes. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que je peux vous donner un petit peu des conseils? Oui, effectivement. Donc, des conseils qui s'adressent aux employeurs, mais aussi aux employés. Alors, du côté des employeurs, je recommande de mettre en place des réseaux séparés entre pro et perso, que ce soit physiquement, en ayant deux accès à Internet, je ne sais pas moi, un Vidéotron pour les aspects personnels et puis je sais pas, TELUS pour les aspects professionnels. Mais ça peut être, c'est pas forcément physique, ça peut être logiciel aussi, cette séparation, en utilisant des technologies comme les VLAN ou les VPN. Idéalement, il faudrait que, quand vous êtes en situation de télétravail, tout le monde ait accès à un ordinateur professionnel et que cet ordinateur soit dédié aux usages professionnels. Il faudrait que l'employeur mette en place des solutions de sauvegarde des données qui soient diversifiées, c'est-à-dire que, par exemple, vous puissiez sauvegarder votre ordinateur sur un disque dur externe que vous garderez chez vous, mais également sur le cloud, de façon à ce que si vous avez un incendie dans votre maison, vous puissiez quand même récupérer vos données et repartir, ou si vous avez un vol de votre disque dur externe, vous êtes disposé quand même d'une solution de sauvegarde, et incrémentale, de façon à ce que tous les petits travaux, tous les emails, tous les nouveaux documents que vous créez soient sauvegardés, un petit peu comme ça, au fil de l'eau, tout le temps, de telle sorte que si jamais vous avez un problème sur votre ordinateur, un rançongiciel qui va venir vous chiffrer votre ordinateur et le rendre inopérable, vous puissiez, votre employeur vous fournit un nouveau portable et en 1 heure ou 2, avec la sauvegarde, vous êtes capable de repartir et de vous remettre au travail. Utiliser des disques et des messageries chiffrés.
Si possible, mettre en place l'authentification multifacteur. Donc, alors là, j'ai mis jeton parce que j'aime pas trop dire que les employeurs devraient fournir des téléphones portables à tous leurs employés parce que déjà, les employés, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un téléphone portable professionnel. Donc, la solution des jetons, c'est à la fois encore plus sécuritaire et plus respectueux un petit peu de la séparation pro-perso dans la vie de tous les jours. Il faut recruter des personnels pour gérer la sécurité et former les utilisateurs, ce qui me permet de faire la transition vers qu'est-ce qui est de notre ressort en tant qu'employé. Être formé, s'intéresser, mettre à jour nos systèmes et nos applications, utiliser les solutions de sécurité qui nous sont fournies, donc antivirus, sauvegarde distribuée et les fameux jetons d'authentification dont je viens de parler. Utiliser, si possible, un gestionnaire de mots de passe pour avoir... Pour gérer nos mots de passe et ne pas avoir le même mot de passe de partout pour toutes les applications. Et pour ce gestionnaire, y accéder avec une phrase de passe plutôt qu'un mot de passe qui soit très complexe et difficile à deviner. Et enfin, faire attention aux tentatives d'hameçonnage. Voilà. Je vais passer la main à Sébastien pour la suite. Ok, donc je suis de retour. Juste passer en mode écran. Donc moi, dans ma partie qui suit, je vais essayer de... Donc Marco a parlé de la sécurité, je vais essayer de revenir aux enjeux de vie privée, mais dans un contexte de télétravail. Et donc la première chose que j'aimerais vous introduire, alors j'ai traduit ce terme par patrongiciel, mais c'est un terme qui avait été mis de l'avant par l'Electronic Frontier Foundation, donc qui est un organisme de protection de la société civile dans le numérique aux États-Unis, sous le nom de Bossware en anglais. En gros, les patrongiciels, c'est tous les logiciels qu'on va demander d'installer à l'employé sur son ordinateur portable ou son téléphone intelligent et qui vont collecter beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur l'appareil. Donc, la finalité première qui va être mise en avant, c'est que ce patrongiciel a pour objectif d'essayer de suivre à distance les activités et la productivité d'un employé. Et c'est des logiciels. Alors, souvent, les compagnies aiment bien jouer sur les mots. Donc, parfois, on va parler aussi de logiciels d'analytics dans le contexte de télétravail. Mais en gros, ces logiciels-là vont introduire beaucoup d'enjeux et de vie privée dont on va parler juste après. C'est des choses qui… Donc, les compagnies qui font ces logiciels existaient déjà avant la pandémie, mais de la même manière qu'on a eu une explosion de Zoom avec le télétravail et le confinement, on a vu aussi qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui demandaient à leurs employeurs… On ne dérange pas, mais le compteur tourne en esti. Ça va coûter cher. Oui, M. Gloutenet, Monsieur Gloutenet, on vous entend. Je vais fermer votre micro si vous permettez. C'est réglé. Et donc, on a vu apparaître, là j'ai un article de fin mars qui montre que en fait, ces Bossware sont de plus en plus… OK, on a un petit enjeu. Je vais… Attendez. C'est beau, c'est réglé. Merci. Donc déjà, au-delà des enjeux de vie privée et de sécurité que je vais discuter juste après, je pense qu'éthiquement, ce serait injustifiable d'utiliser ce type de logiciel sans au moins l'avertir l'employé et sans son consentement. Et parmi les autres finalités, par exemple, qu'on voit, qui sont mis de l'avant par les compagnies qui font ces produits, c'est par exemple de pouvoir aussi accumuler des preuves. Si on veut justifier un licenciement plus tard, on va, à travers ce qui est enregistré, être capable de dire OK, je fournis des preuves que cet employé n'a pas rempli ses obligations de travail à partir des données enregistrées. Donc, le type le plus commun de patrongiciel, c'est des logiciels de surveillance d'activité. Donc, pour être un peu concret, typiquement, ce type de logiciel enregistre au moins en général les applications qui sont utilisées par un travailleur et son comportement de navigation ainsi que le temps qui passe dans chaque application. Mais souvent, ça va beaucoup plus loin. On va aussi enregistrer les destinataires des courriels et des messages, et puis les métadonnées comme le titre du courriel, voire même les posts que quelqu'un fait sur les réseaux sociaux. Et il y en a aussi qui vont jusqu'à capturer des métriques qui sont censées mesurer votre productivité, comme par exemple la vitesse de frappe, donc combien de lettres vous tapez en moyenne à la minute, ou le nombre de clics. Et ce que font ces logiciels, c'est qu'ils vont fournir cette information de manière agrégée et avec un dashboard visuel à l'employeur pour qu'il ait une vue au niveau de ce que fait l'employé. Donc, un exemple concret de ce type de logiciel, c'est par exemple le logiciel Interguard.
Donc, je ne sais pas si je pense que vous voyez ma souris, mais vous voyez que donc ça, c'est pris du site web du logiciel. Ce qu'on vous dit, le but, c'est de faire de la surveillance de l'employé et que ça permet en particulier de surveiller ce que fait un employé depuis sa maison. Et quand on regarde les données qui sont collectées par ce logiciel-là, donc on va collecter vos emails, l'usage de vos réseaux sociaux, l'historique web, le temps où vous êtes actif ou inactif. On va prendre des captures d'écran de votre ordinateur, votre géolocalisation, l'usage de l'imprimante, les messages que vous allez envoyer dans des logiciels comme WhatsApp. Et les finalités qui sont mises en avant, c'est que ça va vous permettre de mesurer la productivité d'un employé. Ça va aussi permettre d'éviter les fuites de données. Donc, ce que peut faire ce logiciel, c'est d'avoir aussi des alertes. Par exemple, il y a un fichier qui est lié à l'entreprise qui est envoyé par courriel à l'extérieur du réseau de l'entreprise par l'employé. Et puis, ça, c'est la finalité que je mentionnais tout à l'heure, c'est que si vous avez besoin d'avoir une investigation sous couvert sur ce que fait l'employé, vous pouvez aussi utiliser les données capturées. Et donc, vous avez certains de ces patrons logiciels qui vont aussi demander d'avoir accès à votre webcam. Donc, en gros, le logiciel peut soit en continu enregistrer ce qui se passe par la webcam, soit de manière ponctuelle activer la webcam. Et certains logiciels offrent même la possibilité à l'employeur, à la fin de la journée, d'avoir un enregistrement de toute votre journée, puis de pouvoir aller visionner un moment en particulier. Donc, les risques pour la vie privée, vous imaginez qu'au-delà de ce que vous faites sur votre ordinateur, si on a accès à la webcam, ça veut dire qu'on a accès à tout ce qui se passe à votre domicile. Éventuellement, on peut avoir aussi des données qui pourraient être des données très sensibles. Donc, supposons que j'ai posé ma carte de crédit sur un meuble. On pourrait imaginer avec les résolutions des caméras actuelles qu'on est capable d'aller apprendre cette information-là ou même de savoir quel est mon modèle d'alarme en regardant les informations collectées par la webcam. Et donc, l'Electronic Frontier Foundation a essayé de faire une liste des patrons logiciels les plus utilisés. Donc, si un jour vous voyez qu'on vous demande d'installer un logiciel comme ActiveTrack, Clever Control, Interguard ou Time Doctor sur votre ordinateur, vous devriez vous poser des questions sur pourquoi on me demande d'installer ce logiciel-là et quelle est la finalité, quel est l'objectif. Donc là, vous voyez que ces logiciels-là, en général, ils collectent l'usage des applications, ils sont capables de prendre des photos d'écran et certains d'entre eux, donc comme Staffcoff ou Clever Control, peuvent aussi avoir accès à votre microphone ou à la caméra. Et donc, pour un chercheur en sécurité comme moi, la frontière entre ce que fait un patron logiciel et ce que fait un espion logiciel est très fine. Donc, les espions logiciels, ce qu'on appelle en anglais les spyware, c'est typiquement les logiciels malveillants un hacker va essayer d'installer sur votre ordinateur pour exfiltrer des données personnelles. Donc, ça peut être, par exemple, si vous avez été victime de hameçonnage, comme Marco le disait, que vous avez ouvert un fichier en attachement qui contenait un espion logiciel, un espion logiciel de type enregistreur de frappe va enregistrer tout ce que vous tapez sur votre clavier. Et donc, quand vous allez vous connecter à distance à des sites comme, par exemple, votre banque, ça va être capable d'enregistrer votre login et mot de passe. Donc, un patron logiciel, essentiellement, il utilise les mêmes techniques que les espions logiciels. Simplement, la finalité qui est mise en avant est différente. Donc, au lieu que ce soit un hacker qui veut récupérer des données personnelles vous concernant, ça va être l'employeur qui va récupérer des données sur votre comportement. Mais un des gros problèmes pour la vie privée aussi, c'est que dans un contexte où on utilise beaucoup notre ordinateur personnel comme étant notre ordinateur de travail, ce logiciel-là va récupérer toutes les données liées à l'ordinateur. Et donc, il sera incapable de faire la différence entre les données que vous tapez quand vous êtes en train de travailler et l'usage qui va être fait, par exemple, quand vous utilisez votre ordinateur de manière personnelle pour, par exemple, payer sur Internet ou quand vous envoyez un courriel personnel. Donc, en termes de minimisation, ils collectent beaucoup de données et beaucoup plus que nécessaire. Et donc, ces logiciels-là, ils peuvent être soit visibles ou invisibles. Donc, certains de ces logiciels, l'employeur va vous dire que ce logiciel-là est installé. Dans certaines entreprises, c'est même utilisé pour faire une forme de pointage horaire. Donc, en gros, vous pouvez activer ou désactiver ce logiciel-là et le temps de travail va être compté. Donc, c'est aussi une façon de vous inciter à accepter ce logiciel. Si vous voulez être payé en fonction du nombre d'heures de travail que vous faites, vous devez activer ce logiciel-là au moment où vous travaillez. Pour certains de ces logiciels, on offre aussi à l'employé quand même la possibilité de voir les données qui sont collectées et le profil, mais pas pour tous. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que la rhétorique qui est mise en avant, c'est qu'au-delà de l'information pour l'employeur,
les compagnies disent aussi que l'employé va être intéressé parce que ça va lui donner une image de sa productivité. Et donc, un peu comme vous avez des bracelets qui mesurent le nombre de pas que vous faites ou votre activité physique, là, on vous dit que vous allez pouvoir aussi voir à quel point vous êtes productif ou pas au travail, puis adapter votre comportement. Mais un impact qui me semble très négatif aussi, c'est que ça a tendance à formater les gens. Donc, par exemple, si on mesure le nombre de mots que vous tapez au clavier ou la vitesse à laquelle vous cliquez, bah, ça veut dire que vous allez avoir tendance à cliquer, même si vous n'en avez pas besoin, pour avoir l'impression d'être productif par rapport à votre employeur. Donc, ces logiciels-là vont modifier le comportement de travail des gens et on aura difficilement des moments où on va pouvoir vraiment se poser, réfléchir à un problème. On va avoir tendance par réflexe, même de manière inconsciente, à bouger notre souris ou à taper sur le clavier. Donc ça, c'est la surveillance visible. Mais comme je vous disais, il y a aussi beaucoup de ces logiciels qui offrent la possibilité de s'installer de manière invisible. Donc là, vous avez une capture d'écran de Time Doctor où on demande à l'employeur qui va installer le logiciel s'il veut que les utilisateurs soient au courant ou pas sur le fait qu'ils sont surveillés. Et donc, ce qui arrive souvent, c'est que si vous avez un ordinateur qui vous est fourni par le travail, l'employeur a sûrement des droits administrateurs sur cette machine, donc il pourrait installer un logiciel à votre insu sans même que vous en soyez conscient. Et parfois, ce qu'on voit aussi, c'est que pour que ce logiciel ne soit pas détecté comme étant un maliciel par votre antivirus, l'employeur pourrait, dans sa charte numérique, par exemple, vous donner des conseils sur la manière de configurer votre antivirus pour être sûr qu'il ne va pas bloquer et détecter ce patron logiciel. Donc, pour finir sur cette partie-là, je dirais que si vous voulez vous protéger au niveau individuel, au-delà des conseils d'hygiène numérique donnés par Marco, une des choses que vous pourriez faire, même sur un ordinateur, ça serait d'essayer de faire 2 comptes. Un compte que vous allez utiliser pour vos usages professionnels et un compte que vous allez utiliser pour votre usage personnel. Aussi, au niveau collectif, je pense que ça serait important, peut-être dans les conventions ou dans d'autres cadres, d'essayer d'encadrer ces pratiques-là. Donc, par exemple, de s'assurer que les employés sont au courant de toute l'information qui est collectée par les employeurs, s'assurer que cette information-là est proportionnée par rapport à une finalité qui est claire et bien définie, mettre en place des outils pour essayer de minimiser l'information collectée, éviter en particulier de collecter les mots de passe ou les messages personnels. Et je pense que ça serait important si jamais on détecte qu'une entreprise va trop loin dans les données collectées. Donc, encore une fois, on n'est pas juriste, comme le disait Eve-Marie, mais que la loi puisse au moins permettre de poursuivre un employeur si jamais il va trop loin en termes de bris de vie privée. Donc, pour passer aussi la main à Marco, au-delà du traçage dans le contexte du télétravail, une des choses qu'on voit aussi de plus en plus arriver, c'est le traçage de contacts pour essayer d'identifier les personnes à risque avec lesquelles vous avez été dans le contexte de la pandémie. Donc, classiquement, à l'heure actuelle, au Québec, ça se fait de manière manuelle. Donc, si quelqu'un est testé positif, la santé publique va essayer d'appeler ses contacts pour essayer de dire à ces personnes que ça serait une bonne idée de se faire tester. Mais vous avez sûrement vu dans l'actualité ces derniers mois qu'on a au niveau fédéral et au niveau de l'Ontario et d'autres provinces une appli qui s'appelle Covid Alert, qui va essayer avec le contact Bluetooth de détecter les gens avec qui vous avez été en contact. Et si jamais une de ces personnes est testée positive, de vous envoyer une notification sur votre application. Et un des enjeux qui a émergé, c'est qu'il pourrait y avoir un risque dans le futur que certains employeurs demandent à ce que les gens installent cette appli-là avant de leur offrir un accès de retour au travail. Donc, on pourrait imaginer qu'on vous permet de retourner au travail seulement si vous allez installer cette appli-là et seulement si votre test ou en tout cas votre niveau de risque est bas. Donc, pour finir cette partie-là, on a eu une consultation au niveau de l'Assemblée du Québec en août sur lequel les experts ont mis plusieurs doutes, en particulier liés à l'efficacité ou au risque pour la sécurité. Donc, au Québec, actuellement, on n'a pas d'application de traçage de contact, mais étant donné qu'on a la deuxième vague qui a commencé depuis quelques semaines, le gouvernement québécois avait dit qu'il se réservait le droit de quand même aller de l'avant au cas où une deuxième vague arriverait. Donc, il est possible dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'on ait aussi une appli de traçage qui soit proposée au niveau du Québec. Voilà, et j'en profite pour passer la main à Marco sur la dernière partie. Merci Sébastien. Je partage mon écran. Est-ce que c'est bon? Parfait, Marco. OK. Donc, l'application de traçage de contact, c'est parfait pour effectivement faire la transition vers un retour à travail, puisque c'est une solution qui est un petit peu valable à la fois en télétravail et en retour au travail.
Donc, le retour au travail qu'on souhaite pouvoir faire, en tout cas, si on veut pouvoir le faire, on voudrait le faire en protégeant sa santé et celle des autres. Et la question qu'on va se poser dans cette quatrième et dernière partie, c'est est-ce que la technologie peut aider pour se protéger en cas de retour au travail? Et le parti pris qu'on va prendre, c'est qu'on ne veut pas que ce soit au prix de nos libertés. Donc, tout comme Sébastien vient de vous permettre de toucher du doigt qu'est-ce que c'est le compromis entre utilité et vie privée, on va se poser cette question de est-ce que les technologies qu'on va mettre en place ou qu'on va vouloir mettre en place, leur utilité est suffisamment grande par rapport aux risques sur les données personnelles qu'elles font peser. Et là, on va en particulier regarder, enfin, on peut se poser la question pour les caméras de surveillance vidéo au travail, et Sébastien vient d'évoquer la question pour les dispositifs de suivi de contact. Avant de commencer, je vais donner l'exemple du port d'Antwerp, qui est, à ma connaissance, la première grande entreprise à avoir mis en place une solution technologique pour le retour au travail de ses employés dès le 20 avril, en demandant à tous les employés de porter des bracelets de marque Rombit. Alors, ces bracelets permettent de s'assurer d'une distanciation sociale entre les travailleurs, puisqu'il émet une vibration lorsque on s'approche trop d'un collègue, et fait également du traçage de contact, donc enregistre les différents autres bracelets avec qui on a été en contact pendant la journée. Alors, le fabricant des bracelets Rombit nous rassure en nous disant que le respect de la vie privée est garanti grâce à sa solution, et en pointant deux arguments massus. Premièrement, sa technologie utilise la solution technologique UWB, Ultra Wideband, et donc ne fait pas de localisation car il n'y a pas de GPS. Bon. Or, Ultra Wideband, c'est une des technologies qui permet de faire les localisations les plus précises en intérieur. Mais bon, passons. Il nous rassure également en disant que les informations personnelles sont chiffrées, heureusement, mais est seulement accessible à l'employeur, mais sans nous dire comment l'employeur a accès aux informations, ni sous quelles conditions, etc. Donc, en fait, comme Rombit, on a des vendeurs de bébelles ou de logiciels qui sont très motivés à nous offrir des solutions technologiques. Ça peut être des bracelets, comme on vient de le voir, des caméras et des solutions de surveillance, et comme l'a présenté Sébastien, des solutions plutôt logicielles, comme des patrons logiciels, ou des applications de traçage. Or, en fait, toutes ces solutions, leur efficacité n'est pas spécialement prouvée. Et en plus, elles posent des problèmes éthiques, légaux, sociaux, sanitaires et de confidentialité des données personnelles. Alors, Sébastien a déjà parlé des solutions logicielles. Moi, là, je vais m'intéresser particulièrement aux solutions matérielles, donc les bracelets et les caméras. Donc, les bracelets sont donc, comme on peut le voir sur la photo ici, des dispositifs qui sont portables, qui sont imposés à tous, des bracelets individuels de différentes marques, avec, j'insiste sur la présence des GAFAM, avec Fitbit qui appartient à Google et Microsoft dans ce marché. Ils permettent de mesurer effectivement la distanciation sociale et les contacts, mais également, pour certains d'entre eux, la localisation, le rythme cardiaque, la température et globalement un petit peu différentes données de santé qui permettent d'évaluer la santé générale du porteur. Et un des arguments, par exemple, de Fitbit, c'est que ça permet de faire de la détection au plus tôt d'une éventuelle contamination au Covid, avant même que les symptômes n'apparaissent. La vidéosurveillance, donc là on parle d'équiper les locaux de l'entreprise avec des caméras, soit juste de vidéosurveillance ou alors voire même des caméras thermiques, encore une fois différents fournisseurs. Et donc fonctionnalité primaire, assurer la distanciation sociale et voire mesurer la température des employés soit juste à leur entrée dans l'entreprise, soit au cours de la journée. Mais de façon secondaire, ça permet également de mesurer les contacts entre les employés et leur localisation. Donc, pour analyser ces différentes solutions, en fait, je vais les mettre dans un même sac.
parce qu'en fait, elles posent les mêmes questions et les mêmes problèmes. Tout d'abord, elles ont toutes des taux de faux positifs et de faux négatifs qui sont relativement élevés. Donc, les faux positifs, pour vous rappeler, c'est la solution technologique vous déclare comme à risque parce que vous avez été en contact avec quelqu'un pendant longtemps qui lui-même s'est révélé être positif. Donc, vous dit attention, va te faire tester. Mais des fois, ils se trompent parce qu'en fait, vous avez été en contact mais pas contaminé. Les faux négatifs, c'est quand ils ne détectent pas une contamination et ils ne vous déclarent pas positif, mais pourtant, vous pouvez avoir été contaminé par une poignée de porte ou quelque chose comme ça. Donc le problème, un autre problème, c'est que ces solutions, elles donnent un faux sentiment de sécurité et ça incite les gens à moins utiliser les gestes barrières, qui pourtant, eux, ont été validés et prouvés scientifiquement comme étant les meilleures mesures qui soient pour se protéger. Je vais prendre l'exemple pour l'importance des gestes barrières de Fort Benning, qui est un centre de formation de l'armée américaine, où au mois de mai, ils ont amené 640 recrues qu'ils ont testés au premier jour à l'arrivée. Ils ont éliminé les 4 cas positifs. Ils ont mis les recrues restantes en quatorzaine et ils ont commencé, à la fin de cette quatorzaine, donc, à l'entraînement dans des bulles. Et ben, malgré toutes ces protections, au bout de 22 jours, il y a eu 142 cas positifs déclarés au Covid. Donc, l'avis général, c'est qu'en fait, avec toutes les précautions qui avaient été prises, les recrues dans leur bulle, elles n'ont pas respecté les gestes barrières. Et les faux négatifs, donc parmi les 636 recrues qui avaient été déclarées non porteuses de la maladie, il y avait eu des faux négatifs. Il y en avait encore certains qui étaient porteurs, mais ils ont contaminé les autres dans les bulles. Même problème et même risque en termes de protection des données personnelles. Et je vais insister particulièrement sur deux problèmes, deux données particulières, les données de localisation et les données de contact. Alors, les données de localisation, vous l'avez peut-être noté dans nos biographies à Sébastien et à moi, c'est des choses auxquelles on s'intéresse et particulièrement parce que les données de localisation, c'est les données individuelles peut-être les plus sensibles et les plus problématiques, en tout cas les plus confidentielles, parce que en fait, en étudiant votre localisation suffisamment longtemps, on est capable d'inférer, de deviner toutes sortes de traits, comme quelle est votre religion, quelles sont vos habitudes, est-ce que vous visitez un hôpital oncologique, est-ce que vous visitez des lieux connotés politiquement, etc. Et dans le cadre du lieu de travail, ça peut être combien de temps vous passez à la toilette ou combien de pauses vous prenez et pour quelle durée. Les données de contact sont également usuellement considérées comme moins sensibles, mais néanmoins, là, je trouve que dans le contexte du travail, particulièrement, elles touchent au droit de réunion et au droit de se syndiquer. Là, avec des données de contact, en les observant au cours de la journée, on peut se rendre compte si vous visitez le bureau du délégué syndical ou des choses comme ça. Et donc, tout ça, ça pose des questions. Ça pose des questions techniques, notamment. Ces données qui sont collectées au cours de la journée de travail dans l'entreprise, où est-ce qu'elles sont stockées? Est-ce que c'est dans l'entreprise ou est-ce que c'est chez le fournisseur de la solution qui a vendu sa solution technologique? Est-ce que ces données sont chiffrées? Combien de temps elles vont être conservées? Est-ce qu'elles vont être effacées au bout de 14 jours ou au bout de 30 jours? Ou alors, ce n'est pas spécifié? Et j'insiste sur qui est-ce qui a accès à ces données. Est-ce que c'est juste la direction? Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que même la société Fitbit ou le fournisseur y a accès? Et avec quelle procédure? Et là, donc, malheureusement, pour ces questions, tout dépend de chaque solution technologique. Et je vais vous laisser dans les transparents. Là, il y a un lien qui analyse un petit peu chaque solution. Donc, je vais vous donner quelques recommandations, malgré le fait que chaque cas unique, individuellement, chaque entreprise a ses propres problématiques, chaque milieu de travail et chaque domaine. En tout cas, je veux que vous proposez de refuser les solutions trop invasives, en particulier, par exemple, si on vous demande de porter un bracelet au sein de l'entreprise, vous n'êtes pas obligé de le porter à la maison.
Et je voudrais peut-être que collectivement, le personnel soit impliqué, peut-être idéalement dans les choix techniques de chacune des solutions, mais surtout dans les procédures et en particulier la procédure d'accès aux données. J'aimerais que l'accès aux données il soit fait, par exemple, par un binôme représentant de la direction, représentant du personnel. On va aller voir est-ce que quelqu'un a été en contact, etc. Et comme ça, ben, on peut s'auto-surveiller à deux dans ce contexte d'accès à des données quand même très confidentielles. Pour finir, je vais vous laisser également là un lien qui donne les bonnes pratiques pour la surveillance du milieu de travail en contexte Covid. Et je vais revenir sur trois notions importantes qui ont été introduites par Sébastien au tout début du webinaire. Le consentement, donc on veut ce qu'on appelle en anglais le opt-in. On ne veut pas que les gens soient inscrits d'office. On veut qu'ils aient le temps de lire quelle est cette technologie, qu'est-ce qu'elle va surveiller, qu'est-ce qu'elle va enregistrer, etc. Et qu'ils consentent de façon éclairée à participer à l'effort collectif, que ce soit fait dans la transparence, donc qu'on sache, qu'on puisse répondre à toutes les questions techniques que j'ai posées, où est-ce que c'est sauvegardé, sous quelles conditions on y accède, etc. Et enfin, qu'on minimise les données qui soient collectées. Je vous ai laissé donc trois références que j'ai abondamment utilisées dans le cadre de ce travail. Les liens sont sur ce transparent. Et j'en ai terminé. Et Merci. on va ouvrir la période de questions. Splendide. Merci beaucoup, Marc-Olivier et Sébastien, pour cette présentation. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Donc, écoutez, premièrement, je vais arrêter l'enregistrement dès maintenant et je vais par la suite expliquer pourquoi.